Ah ouais. oui. Bonjour. Allez. C'est pas mal? Oh. Nous, on essaye vraiment au jardin nourricier de construire un outil de production vivrier qui soit mutualisé entre des jardiniers qu'on salarie et qu'on aimerait pouvoir salarier longtemps et de mieux en mieux. Et puis ce collectif aussi d'adhérents qui peut participer à la culture des jardins et avec le système d'échange qu'on a mis en place, avoir accès aux productions maraîchères avec des tarifs intéressants aussi puisqu'on peut utiliser les points qu'on gagne dans les jardins pour avoir des légumes moins chers. Et donc c'est pour ça qu'on a enfin voilà, on essaye d'aller un petit peu plus loin que la MAP. Allez, sur le maraîchage. Dernière question, est-ce que vous avez de ce côté ceux qui ont déjà bénéficié d'autres services? Donc, on a vu ceux qui avaient participé, ceux qui avaient bénéficié d'autres conseils sur le jardinage, est-ce qu'on pense aménagement du jardin? Est-ce que le concours, c'est avec moi qui décide? Philippe, toi tu fais partie du conseil d'administration de Jardin Nourricier depuis un an. Tu es retraité, tu n'es pas maraîcher, tu n'as pas travaillé en tant que maraîcher dans ta vie d'avant. Donc qu'est-ce qui t'a motivé à faire partie du conseil d'administration? J'ajoute même que je connais peu le monde rural, j'ai toujours vécu dans des villes. Mais ce qui m'a motivé, c'est que nous, on a un jardin, c'était tout nouveau pour nous, c'est la première fois qu'on a une maison, on a toujours vécu en appartement. Et donc on a voulu faire bien, et donc on a cherché des jardiniers qui pratiquent plutôt la permaculture pour nous aider. Ah oui. Et on est tombé d'abord sur Tim, puis après directement sur
sur Pierre Julien, on est rentré en relation avec eux. Et leur projet nous a paru séduisant à tous égards. C'est-à-dire le fait que c'était produire de nouveau à partir de terrains qui étaient abandonnés ou laissés tomber à volo. Que c'était social, tout était bien. Et il me semblait que justement par rapport à notre monde mercantile et puis au climat qui se dérègle, dans tous les sens, ça allait dans le bon sens, à tout point de vue. Donc on a dit ce truc-là, il faut qu'on soutienne. Alors, au début, on voulait le soutenir juste comme adhérent, qu'on adhérait tout de suite. Et je ne pensais pas faire partie du conseil d'administration, mais quand il y a eu besoin, je me dis tant pis, je vais me mouiller, bien que le monde rural, je connaisse très peu. Parce que quand on en a parlé à Marignac la dernière fois, on disait est-ce qu'on partirait pas sur un montage intermédiaire. Scope association. Scope association. C'est-à-dire 2 structures ? 2 structures. Et puis on voit ce que ça donne et si jamais c'est une SIC au final ou si jamais on se laisse la possibilité d'eux. Soumia, il est plus en faveur d'un scénario un peu comme ça. Non, elle a dit qu'elle n'était pas... oui, pardon. Si, Soumia est plus là-dessus, alors qu'une autre nana qui est vraiment très montage juridique et tout, disait non, il faut qu'ils y aillent direct. Ce qu'ils ont envie de faire, quel que soit le scénario choisi, il faut y aller. Et puis tenter, quoi. Y aller et puis se demander qu'est-ce qu'on fait ou quoi. Et du coup, un truc en genre et gouvernance, ça serait pas mal. En gros, la question du jour, ce serait poser des principes d'une gouvernance pour savoir quel choix on prend de statut. Ce serait ça un peu C'est ça, à mon avis. Du coup, j'étais au démarrage de l'association en début 2016. Voilà, donc on a fondé l'association. Aujourd'hui, je suis présidente. Alors là, c'est l'élection, donc on va voir. Oh, d'accord. Et mon implication, je suis assez peu dans les jardins, mais plutôt, du coup, à quoi ça ressemble En fait, sur le conseil d'administration, on est plutôt sur être le garant du projet associatif, on va dire. Voilà, c'est plutôt comme ça, les salariés font tout le travail des jardins et le quotidien. Nous, on va être sur le conseil d'administration, on se répartit les tâches entre tout ce qui est un peu demande de subvention, représentation, partenariat, ce genre de choses. Et puis vérifier qu'on conserve l'essence du projet. Voilà. En gros, ce serait un peu ça notre rôle de conseil d'administration. L'idée, c'est quand même de créer de l'emploi pour les jardiniers qui sont là. Des nouvelles formes d'emploi qui ne sont pas des emplois salariés classiques, mais qui ne sont pas de l'auto-entreprise classique non plus, mais qui sont un modèle un peu hybride entre de coopérateurs entrepreneurs. Je ne sais pas comment dire ça, mais l'idée c'est de créer un travail qui soit coopératif, qui soit aussi protégé par une forme de salariat sous d'autres formes que le modèle agricole plus classique, de proposer une autre solution que l'installation agricole ou l'installation en GAEC par exemple, en groupement, ou d'être salarié agricole. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Pour des gens qui pourraient avoir cette envie-là. Avec aussi des compléments de revenus, peut-être sur des temps partiels. Voilà. Donc c'est de réfléchir à une autre forme de travail. Et ce qu'on imagine innovant, c'est un peu ce double objectif qu'on a, qui est à la fois de produire des légumes, de faire vivre de l'activité, mais en permettant à des bénévoles et à nos adhérents de travailler dans les jardins et du coup d'avoir des productions à moindre coût. Il y a un peu cette partie plus économique, créer de la valeur, créer de l'emploi, et cette partie plus sociale. Ce qui se retrouve pas mal dans l'économie sociale et solidaire, c'est un peu ce principe. Et puis il y a aussi des subsides. Effectivement, là on a une grosse subvention de la fondation Daniel Nacarasso. On fait d'autres demandes de subventions régulièrement parce qu'on a besoin d'équilibrer ce modèle. Là, on n'arrive pas, l'activité maraîchage ne permet pas d'équilibrer, en plus avec des points qui sont donnés aux adhérents. Mais à terme, le pari, c'est ça. Le pari, c'est de pouvoir équilibrer le modèle sans subvention. Voilà. C'est ce qu'on espère pouvoir faire. Et là, je plante direct.
garder à l'esprit quand même, c'est que derrière, on va avoir des périodes de rush, donc tout ce qui est tout posé et mis, c'est peut-être pas plus mal quand même. Donc dès maintenant, il faut quelqu'un qui soit toujours là pour ouvrir, fermer. C'est pour ça que je me dis, bon, on les plante tôt parce que elles vont mieux profiter d'avoir les racines dans le sol. Mais au moins, si elles sont dans une pépinière, tu sais que matin et soir, elles ont ce qu'il faut. C'est plus simple à gérer, quoi. Maintenant, là, ça veut dire qu'il faut venir ouvrir, fermer ici. C'est ça. Après, je pense, franchement, si on avait la Panda garée en bas avec des bons pneus, alors en bas, je sais pas trop où, tu vois, pas forcément en bas sur le parking. Oh, sur le parking, ça doit pouvoir le faire. Hein. Encore que, voilà. Ça se négocie. Hein. Mais enfin, ça, c'est des trucs. Voilà, je pense qu'il faut le négocier avant. Tu sais, j'ai laissé un mot dans le cabanon à Sainte-Croix parce que voilà, je me suis au téléphone hier. Pareil, j'ai foutu des cartons, des tuyaux. J'ai dit, j'ai laissé un mot. On laisse ça, on enlève tout vendredi. On espère vous rencontrer bientôt. Et voilà quoi. J'ai vu aussi que dans la recherche de partenaires, vous avez entrepris un partenariat avec une association de Lyon qui s'appelle Rhizome. Oui, alors c'est pas une association, c'est vraiment une petite entreprise, une start-up, on appelle ça. Mais leur but c'est de se transformer en coopérative à terme. Ils sont sur de la production et de la distribution d'un fertilisant biologique, biofertilisant on va dire. C'est ça, oui. Qui permettrait à des agriculteurs d'avoir un complément de revenu, parce que c'est une production qui se fait très localement et à partir de litières forestières. Ah oui. Donc de la litière qu'on récolte dans les forêts alentours, qu'on fait fermenter et ensuite on arrose nos jardins avec ça, mais pas que les jardins, ça sert aussi au compost pour accélérer la décomposition. La maturation. Ça sert aussi aux éleveurs pour assainir les étables, pour éviter des maladies, pour aussi enlever des odeurs dans certains élevages, pour enlever les mouches, ce qui est très agréable. Très agréable. Voilà. Et les jardins, alors, c'est dans l'idée aussi d'utiliser les fertilisants. Ouais, donc notre idée c'est de devenir à terme une base de production dans le territoire. Ah, c'est ça, ok. Pour pouvoir ensuite diffuser autour de nous ce qu'on peut produire. Et donc là, on est en train d'expérimenter et la production et l'utilisation. Ok. On va lancer des expérimentations là dans nos jardins sur différents légumes, sur de la tomate, sur de la carotte, pour voir. Ok. Avoir une base aussi un peu scientifique de l'utilisation de ce produit. Super. Pour pouvoir aussi en parler correctement et pour le vendre ensuite. Et puis voilà, pour le diffuser à d'autres. Voilà. Voilà. Edith, est-ce qu'on continue avec les petits plus fins? Oui, les petits oignons. Ils sont beaucoup plus fins, mais...
Je suis administratrice des jardins aussi, je suis présidente des jardins ici, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et du coup, pour cette assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, c'était principalement pour parler de notre système d'échange en points que vous devez connaître, je pense, qu'on va résumer un peu, et parce qu'on voudrait faire des modifications sur ce système, et du coup, on a besoin de valider avec nos adhérents. Vous faites un appel quand vous avez besoin de coup de main, tu parles de haricots. C'est des moments frénétiques de récolte. Vous faites un appel, comment ça se passe ou c'est, Alors normalement, on arrive à anticiper des chantiers un peu spécifiques d'installation de matériel et tout ça. Donc ça, normalement, c'est par la lettre d'info. Qui est diffusée une fois par mois ou deux fois par mois. Et puis après, on va rentrer dans la période vraiment de production, de récolte et tout ça. Je pense que ça va être, enfin, pour l'instant, on n'a pas établi, mais ça va être des appels au début, puis après ça s'installe. Les paniers, c'est les mardis et les vendredis. Donc les mardis et les vendredis, c'est sûr que nous, on sera dans les jardins en train de récolter. Et sûrement les veilles un peu cette année, sûrement les lundi après-midi, jeudi après-midi. C'est le confirmer pour cette année que ça fonctionne mieux, que ce soit plus pérenne, mais on garde toujours les ambitions qui sont liées un peu à la monnaie libre, mais qui ont besoin d'encore d'autres réflexions, de trouver d'autres groupes qui fonctionnent un peu comme nous, et de trouver les moyens de faire des passerelles entre tous ces groupes. Cette ambition, on la garde. Mais pour l'immédiat, il ne faut pas courir 100 lièvres à la fois, et il vaut mieux se tenir à ce qu'on fait. Voilà. Et ce qui a été désigné, merci déjà. Les encouragements, tout ça, ça fait bien. Et ce qui a été dit dans le but du système d'échange aussi, c'était de dire on ne peut pas, sur nos prix en euros, les mettre en adéquation avec les coûts de production. Parce que si on fait ça, on augmente de 65% des tarifs, c'est ça, le déficit à 65%, et tout le monde va partir en courant, et c'est pas ce truc que j'en ai ici, et voilà. Donc en fait, on ne pouvait pas le faire. Sur le système d'échange, on s'est dit, comment? Tu peux répéter, j'ai pas compris. Notre activité de maraîchage, on vend nos légumes, à chaque fois qu'on vend 1 kg de carottes, en fait, elle nous a coûté 65% plus cher à produire que ce qu'on la vend. Donc on perd en fait 65% de notre argent, notre activité de maraîchage est déficitaire de 65%. Ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est à peu près ça. Et la réalité de l'agriculture, de manière générale, n'est pas bien meilleure que finalement que ça. Alors c'est compensé de plein de manières, en partie avec du temps de travail, effectivement, des paysans et des agriculteurs qui ne comptent pas leurs heures et qui au final travaillent beaucoup plus que le SMIC qu'on a par rapport au SMIC, etc. Voilà, c'est des moyens de compenser, mais la réalité économique, c'est à peu près celle-là. Et du coup, on s'est dit, en euros, on ne peut pas dire, on vous vend les légumes auxquels ça nous coûte, quoi, parce que sinon, voilà. Par contre, on s'est dit, sur le système d'échange, peut-être en fait qu'on peut parler de ça. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, pour ça rejoint ce que tu disais, de dire la question est l'objectif. Aujourd'hui, dans nos équilibres économiques, on en est là, et ça coûte ça. Et du coup, on met un prix en point qui correspond au coût de production. Avec les différentes propositions, là, c'était un peu l'idée maîtresse. Après, demain, on améliore les rendements, on s'améliore, etc. Et tout ça, ça peut aussi, on peut redire, là, du coup, on n'est plus obligé de pratiquer ce niveau de points, on adapte le prix du petit panier, quoi, au coût qu'il a, donc au coût en fourniture, en main-d'œuvre, etc., qu'il a coûté à produire. Au vrai coût, en fait. Je ne sais pas si je suis clair sur ce que je dis. Donc c'était un peu cette idée qu'on cherchait à atteindre à travers le système d'échange. Sur ces parties de propositions de modification du système d'échange, donc je rappelle, augmenter le prix du panier en points, avoir 25% minimum en euros sur toutes les transactions et avoir une cotisation en points de 300 points pour accéder au système d'échange. Est-ce que... si je peux me permettre, une augmentation de tous les tarifs en points, pas que du panier, de toutes les...
160, ah oui, pour le petit. C'était un exemple, mais oui, effectivement, oui, on parle que de voilà. panier, Et du coup, oui. ça fait, je sais pas, on passe de 114 à 160, c'est une augmentation de. Oui. Voilà. Oui. Oui. 35, 40%. Oui, c'est vrai qu'on a fait. Oui. Il s'agit d'une proportion. 50%. Oui. On passe au vote. Est-ce que qui est contre? C'est une proposition. On fait les trois propositions en même temps, ça va, hein, la proposition générale. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Non, alors. Ici, en l'occurrence, même le jardin de l'Ermite, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est le premier jardin de l'association. Ah oui. On a même commencé il y a du coup 4 ans sur une toute petite parcelle qui est derrière. Je pense qu'on était sur 400 mètres carrés de jardin. Pour l'historique, on est passé de 400 à 4000, à 8000, à presque maintenant un peu plus d'1 hectare de terrain mis en culture maraîchère. Ah oui. Mais c'est quand même ici que ça a vraiment commencé l'aventure. Ah oui. Donc on voit Jackie, et je pense dans le fond un petit peu, Jackie Second avec sa compagne Renée, qui ont été les premiers à nous soutenir et à nous prêter un terrain spontanément. Ah oui. Pierre Julien habitait dans le quartier aussi, et c'est comme ça que cette rencontre s'est faite. De manière générale, comment est-ce qu'on fonctionne? Nous, l'idée de l'association, c'est de récupérer des terrains inutilisés, des terrains avec un potentiel agricole, avec l'idée de leur donner une plus-value écologique, sociale et aussi économique en créant de l'emploi autour des activités. Dans l'idéal, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir contractualiser des mises à disposition de terrain. Pour ça, nous, il y a un type de contrat qui nous intéresse particulièrement, c'est les commodas. Ça s'appelle aussi des contrats de prêt à usage. Et c'est des contrats qui sont très peu contraignants, contrairement à des baux agricoles qui engagent en fait les propriétaires parfois sur des durées très longues. Le commoda, il a ça de particulier qu'en fait on peut nous le rédiger entre un prêteur et un emprunteur, et on peut s'adapter aussi aux exigences du propriétaire notamment. Donc dans l'immédiat, on est pas mal sur ces accords tacites verbaux, donc on est plutôt sur des productions maraîchères, mais on est en train d'entamer un petit peu toute cette phase de rédaction des commodas pour les différents propriétaires, de telle manière à ce qu'on puisse peut-être mieux encore s'approprier les terrains, mieux réfléchir à la gestion de l'eau, peut-être mieux implanter des haies pour la biodiversité ou pour briser le vent, aussi pour amener des végétaux avec des systèmes racinaires qui ont différentes profondeurs. C'est ça. Et parce que les terrains ne sont pas tous ni à la même altitude, ni les mêmes sols, j'imagine. Alors ça c'est une des particularités de l'association, c'est qu'en effet on est sur des parcelles différentes et par définition des sols qui sont vraiment très différents d'une parcelle à l'autre. Alors nous, ça nous intéresse, parce que ça nous permet aussi de mesurer un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme technique maraîchère, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme technique de travail du sol ou pas. Est-ce que tel sol apprécie un apport important de matière organique ou non. Donc ça nous permet, nous aussi, d'avoir des éléments un peu comparatifs et voir, tiens, tel terrain, il s'adapte peut-être mieux à telle culture. Ici, typiquement, on est sur une parcelle que Jackie et René ont travaillé historiquement de longue date. Donc on est sur un sol quand même très fin et qui se prête très bien à toutes nos cultures de légumes racines. Les carottes, on va les faire ici, les betteraves, on les fait principalement ici. Là, dans le fond, on voit les pommes de terre. Alors ça, c'est parce qu'on est sur une rotation. Là, on est dans une période où on essaye de freiner un petit peu, c'est-à-dire de ne pas prendre en charge des nouveaux terrains, puisqu'au début, ils prennent souvent 1 année, 2 années, voire 3 années à se mettre bien en place, à se stabiliser, à devenir un petit peu plus riche.
et pour mieux accueillir nos cultures. Et on aimerait maintenant vraiment se consacrer à l'amélioration de ces terrains dont on dispose, l'aménagement. Il y en a combien, tu disais Alors en tout, je pense des parcelles, des petites parcelles, il y en a 9 dans l'association. Ceux-là sont déjà pris dans ta formation. Si je tiens pas le C'est ça, en fait, là, t'es inscrite tout le Donc tu mets une somme en fait, et on te déduit en fait chaque semaine, à chaque fois que tu prends quelque chose, on te déduira la moitié du panier, parce que la moitié sera payante. Alors moi j'en ai mis. C'est pas exactement la moitié, mais Oui, la salade, ça fait grandir, oui, aussi. Ça, quand tu mets des petits c'est... Attends, ouais, mais je te propose de pas mettre... Du coup, je mets juste 50. Je mets 50. Voilà, tu peux mettre 50 et puis après on... Case. Case. Mais ouais, tu l'as pris dans la vie? Oui, c'est bon. Ah, si, c'est vraiment pour le jeu. Les jardins nourriciers. Non, je sais, vous allez avoir les bagages. Dans les paniers, vous allez. Le printemps, en fait, alors qui est une saison courte en termes de distribution de paniers, mais qui nous prépare longtemps à l'avance et qui dure, on va dire, de fin juin à maintenant. Pour nous, on est dans la période charnière. Là, on vient de basculer pour nous sur vraiment les cultures d'été. Ce qui signe pour nous la transition, c'est l'arrivée des tomates. L'arrivée des tomates. Voilà. Elles ne sont pas encore tout à fait arrivées. Elles arrivent tout juste, et du coup là nous on bascule sur les paniers d'été quand voilà. Les carottes, du coup c'est les carottes de printemps là qu'on met, elles vont bientôt être épuisées, il n'y en aura plus, elles seront remplacées par autre chose bientôt. Donc il y a le printemps avec ces petits pois, ces pois gourmands aussi, etc., ces fèves, voilà, qui sont finis maintenant. L'été, donc avec tous les légumes d'été qu'on connaît. Et après, l'été qui dure en fait été, début d'automne, qui peut durer jusqu'à début octobre en fait, quasiment, en fonction de... Voilà. Et après l'hiver, effectivement, jusqu'à décembre. Quoi. Et là, j'ai oublié, c'est quoi? C'est plutôt les courges? Alors, ce sera plutôt les courges. En principe, ça pourrait être tous les légumes de garde, c'est-à-dire les légumes qu'on a pu cultiver en été, mais qu'on peut garder. Donc ça peut être les pommes de terre, ça peut être les pommes de terre qui effectivement dans un mois vont être complètement sorties de terre, mais qui peuvent se conserver pendant des semaines et qu'on pourra ressortir au moment donné où on aura moins de production dans les jardins. Donc dans ce cas-là, il y a les pommes de terre, les courges. Les courges, c'est pareil, certaines sont presque déjà prêtes, mais on va les garder pour plus tard. Les oignons. L'ail pour une part, et après les légumes qui sont de plein champ en hiver, donc les navets, les betteraves, le fenouil tant qu'il n'a pas trop gelé, voilà, des choses comme ça. Et globalement, les canicules et les sécheresses, elles ont un impact quand même sur
sur la bonne santé des plantes, puisqu'elles sont dans des conditions inadaptées en fait. Hein. La nuit, surtout, la plante respire la nuit, et le fait que la température reste très haute, même la nuit pendant les canicules, il fait que la plante, en fait, elle est... Bon, asphyxiée, c'est un terme qui parlerait aux humains, mais c'est... Comment dire? C'est des évolutions qu'on subit et que les plantes n'ont pas appris, en fait. Elles n'ont pas évolué, en fait, encore avec cette évolution. Et l'idée, alors, de s'adapter, vraiment, est-ce que c'est nécessairement aller vers d'autres sortes à cultiver, d'autres plantes Ah, je pense que, bah oui, de toute façon, la nature, c'est comme ça qu'elle évolue, hein, qu'elle s'adapte. On voit que en fonction des climats, de la chaleur qui remonte vers le nord, les espèces adaptées au climat suivent. Donc ça peut être une des solutions pour nous, de choisir des cultures qui supporteront mieux les conditions qu'on va avoir à affronter. Après, ça fait partie du travail du paysan de sélectionner ces végétaux pour les reproduire. Donc le travail de sélection de la semence, ça peut être aussi une option d'évolution. Après, bon, c'est du dérèglement après, voilà, qui sont d'origine humaine et qui n'ont pas le rythme naturel. Donc ça, moi je ne sais pas si les végétaux et les animaux vont réussir à suivre le rythme de l'évolution qu'on connaît. Bah, l'exemple des salades est bien parlant, parce que pendant l'épisode de canicule fin juin, on a perdu toutes nos salades, et en fait c'était pas une histoire de cycle végétatif. Les salades qui étaient toutes jeunes, les salades qui étaient au milieu de leur cycle et celles qui étaient à la fin, toutes ont fait la graine pour se reproduire. C'est une réponse de la plante à la chaleur. Mais après, au début, on s'est dit qu'on avait mal fait les choses, et puis en fait, en parlant à droite et à gauche, on a compris qu'on ne pouvait pas faire des salades avec des températures comme ça. Personne, en fait. Personne. Et là, la tomate, il semblerait qu'on découvre ça, la tomate. Comme les plantes, comme elles ont un zéro végétatif, en dessous d'une température en dessous de laquelle elles ne poussent pas, en fait, elles ont un maximum végétatif au-delà de laquelle elles ne peuvent plus pousser dans des bonnes conditions, donc elles stoppent la croissance. Et donc il semblerait que la tomate, quand il fait plus de 23 degrés la nuit, elle souffre, elle ne peut plus respirer, et donc elle arrête de pousser en fait, elle stagne.